L'anthropologie se mondialise et en même temps, pour faire le balancement verbal souvent utilisé, elle se localise, c'est-à-dire que la dispersion des recherches, l'apparition de programmes ad hoc avec des laboratoires qui ne sont plus que des cadres un peu symboliques d'un domaine ou d'un champ géographique et culturel, font que bon, c'est toujours les mêmes questions sous une autre formulation qui se pose, hein. On peut vouloir développer la recherche ailleurs, mais encore faut-il qu'elle ait les moyens financiers, l'autonomie intellectuelle. Bon, et si on fait le tour des pays africains, pour ne pas sortir de ça, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas l'autonomie intellectuelle et financière. Je donnerai un exemple qui relève de mon expérience kenyane. Alors, au Kenya, jusque dans les années 90, enfin ça a changé quand je suis parti. Il y avait un discours, comme on trouve ailleurs, très fortement antitribaliste et nationaliste. Donc, l'unité de la nation, etc., le tribalisme divise le peuple, etc. Alors, à première vue, l'anthropologie rentrait dans le cadre du paradigme de la division du peuple, puisqu'il y avait des populations, des ethnies, des tribus, des groupes, des clans, des familles, Dieu sait quoi. Mais en même temps, la tradition d'anthropologie appliquée de l'époque britannique, je sais pas, était restée un peu comme un vague brouillard au-dessus d'un marécage. Et donc, la formation des administrateurs, alors, comment appeler ça? C'était pas des provinces, c'était plus petit. En France, on dirait pas des cantons parce que c'était plus grand. Mais enfin, d'une entité territoriale assez conséquente, mais pas considérable. Donc des espèces de sous-préfets. En France, on dirait peut-être un sous-préfet, c'est-à-dire que dans un département, en France, il y a d'habitude 2 ou 3 sous-préfets. Donc voilà, hein. Et donc, dans la formation de ces sous-préfets, enfin district commissioners, il y avait de l'ethnographie pratique. On fabriquait des petits livrets d'une centaine de pages. En gros, vous qui êtes Kikuyu, vous allez arriver dans une circonscription Luo ou Maasai, et voilà ce qu'il faut savoir sur les Maasai. Ils boivent du lait, ils boivent du sang, ils s'habillent avec une couverture rouge et blanche, enfin bon. Et l'ignorance réciproque des populations au Kenya est effectivement très, très présente. Moi, j'ai subventionné un étudiant kényan en droit, enfin en sociologie du droit et du droit du travail. Donc ça m'intéressait beaucoup. Il est venu en France et il a fait du terrain. Donc j'ai subventionné son terrain. Puis il m'apporte son budget et il y a marqué frais d'interprète. Alors, enfin, je blague un peu là, mais je lui dis, mais tu te fous de ma gueule là. Tu parles pas swahili? Tu parles... Et il me dit, mais moi je parle. Alors je ne sais plus d'où il était, mais il allait dans une région qui n'était pas du tout de sa population. Et il dit, moi je ne parle pas la langue du coin. Et eux, ils ne parlent pas ma langue. Et je dis, le swahili. Oh, mais le swahili, qui c'est qui parle swahili? Alors, vous avez l'image que bon, la langue officielle, c'est l'anglais, mais la langue officieuse reconnue nationalement, c'est le swahili, qui est écrite et tout, qui est une belle langue littéraire. En fait, bon, bah, il y a le swahili. On parle du kitchen swahili, du swahili de cuisine pour les Occidentaux quand ils ont des domestiques chez eux. Mais apparemment, il y a du kitchen swahili pour les habitants eux-mêmes qui bredouillent je ne sais pas combien de mots pour parler à quelqu'un qui ne parle pas leur langue. Donc, je vais payer des frais de traducteur et d'informateur sur le terrain. Mais j'avais été un peu surpris, mais il m'avait bien expliqué les choses et j'avais compris que... Parce que bon, moi, au Sénégal, tout le monde parle Wolof, même si on n'est pas Wolof. En Côte d'Ivoire, tout le monde parle... Enfin bon, il y avait une revendication. Et puis, j'ai découvert que peu de gens parlaient vraiment bien anglais, alors que c'est vrai que en Afrique francophone, dans les années 60-70, dans un village, on trouvait quelqu'un... On trouvait toujours quelqu'un qui vous parlait français et qui pouvait servir d'interprète. Apparemment, au Kenya, ce n'était pas tout à fait le cas. Enfin, bon.
Donc, alors il y avait à l'université, il y avait un centre d'études africaines qui fabriquait ces manuels et qui faisait aussi des recherches. Il y avait des sociologues et des ethnologues. Et voilà qu'il y a une réforme de l'université et qu'on décide de faire un BA d'anthropologie. Alors, je me sens tout à fait concerné. Je vais voir le directeur, que je connaissais un peu. Je lui dis, vous savez, une des grandes nations anthropologiques, c'est la France. Et d'ailleurs, certains considèrent que le plus grand anthropologue aujourd'hui, c'est un Français. Bon. Alors, il savait un peu qu'il y avait des Français. Donc, bon, Durkheim, moi aussi, il connaissait. Hein, il était docteur de je ne sais pas quoi. Il n'était pas stupide. Alors, je lui dis, écoutez, puisque moi j'ai quelques ressources, je veux bien vous financer un don d'ouvrage, mais faites-moi la bibliographie, sinon moi je fais la bibliographie d'ouvrages de sciences sociales français, mais en anglais. Hein, je ne vais pas vous donner des livres en français, on est d'accord que ça ne sert à rien. Je peux vous donner une bourse, et puis moi je suis prêt à venir faire des cours gratuitement. Alors, je ne vais pas demander de me faire payer quand même. Alors, il me dit oui. Le résultat. La bibliographie, il y avait 3 fois rien, et c'était des ouvrages qui, théoriquement, traînaient même dans la librairie publique de l'université. Bon, la liste française, évidemment, je ne comptais pas sur lui. La bourse, il me propose un nom de jeune fille. Ah, je dis, bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il m'explique une ou deux choses, et puis j'ai fait une enquête par, je sais pas, un collègue kényan qui s'y connaissait un peu. Il ressortait que cette demoiselle, je résume les enquêtes, hein, avait déjà une bourse française en littérature, que c'était une des maîtresses reconnues du président de la République, puisqu'il y a des gens... Ah, il y a des images, bah, bien sûr, tu veux une photo, enfin, bon. Et puis, les cours, non, ils n'en voulaient pas. Et alors, le programme, c'était l'anthropologie culturelle américaine. Alors, sans être précis, je ne sais pas si c'était le milieu des années 20 ou le début des années 30, mais qui datait vraiment du siècle, j'allais dire, presque précédent. Enfin. Et donc, bon, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a rien eu pour le centre d'études, sauf les bouquins. J'ai acheté les bouquins quand même. Mais c'est pour dire que, ce n'était pas pris au sérieux, que moi, on voulait me ridiculiser. Bon, je ne me suis pas fait ridiculiser, mais enfin, il faut faire attention aux relations sociales. Hein. Et parce qu'il y avait une attitude, ça ferait un peu russe ou soviétique, quoi. Les étrangers, c'est dangereux. Alors, les Britanniques, on sait comment faire. Les Européens, c'est plus compliqué. Hein. Et donc, moi, j'étais dans un bâtiment qui appartenait à une des grandes associations féminines kenyanes. Style coopération, financement de projets féminins et tout. Et en face, sur le même palier, il y avait le consulat d'Irlande. Et l'Irlande avait décidé qu'elle n'avait plus besoin de représentation au Kenya. Bon, le type, il dit, ouais, il n'y a pas beaucoup d'Irlandais, mais enfin, quand même, si on veut faire quelque chose en Afrique, le Kenya, c'est un bon point de départ. Enfin, bon. Alors, il me dit, vous voulez pas... Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous agrandir et de prendre mes locaux? Je vous sous-traite le bail. Non, mais tout ça entre... Il dit, vous terminez le bail. Moi, je pars avant, il faut que je parte. Alors, je lui dis, oui, je reprends votre bail, pas de problème. Et puis, de fil en aiguille, ça arrive, évidemment, mais ça devait arriver, hein, aux oreilles des responsables féminines de l'association, qui viennent me voir en disant, c'est quoi cette histoire dans notre dos? Je dis, pas dans votre dos. Il a un bail, il n'est pas terminé, je suis prêt à le terminer. S'il n'était pas renvoyé, si l'Irlande ne fermait pas le bureau, il resterait là, hein, vous êtes d'accord? Donc, il n'est pas prévu que ce bureau soit occupé par quelqu'un d'autre. Moi, je peux l'occuper. Alors, on me dit, mais... Si vous faites ça, c'est contre la loi kenyane, ce qui n'était pas vrai. Et nous, on ferme votre bureau. Donc, tout était géré par ce genre de rapport de force.
Donc l'anthropologie est mal partie, si j'ose dire, en Afrique noire. Et je regrette un peu de ne pas avoir eu... Il y a des ethnologues, des vrais ethnologues. J'en connais un qui enseigne à l'université de Ziguinchor, qui fait vraiment de l'anthropologie sociale et culturelle au sens classique. Mais j'ai l'impression que c'est le seul que je connaisse qui fait vraiment ça au sens, bon, tel qu'on l'entend dans la discipline. Alors si on veut un peu conclure, enfin si je veux un peu conclure, hein, surtout ces mélanges d'activités politiques, de changements thématiques, hein, parce qu'après tout, les paysans, les ouvriers, les entrepreneurs, les agents du développement, les uns enquêtés, les autres pas enquêtés, les uns étudiés de près, les autres non, une sociologie permanente des travaux avec une critique des attendus. Je suis très préoccupé par l'exactitude de la référence bibliographique. Euh, le nombre de fois où j'ai dû expliquer que sociologie actuelle de l'Afrique noire, c'est 55, et même pour être précis, 54, hein, ça a été soutenu l'année d'avant, et c'est pas 1960 ou 1982, même si c'est la Xème édition. Et donc j'ai eu ça pour des publications de ma part, puisque là, dans un groupe d'étudiants qui faisait un séminaire sur l'engagement et la recherche avait cité un de mes articles paru dans le dictionnaire de Bonte et Isard, mais il citait la deuxième édition de 2000 ou de 90, et la troisième de 2000 et pas la première de 80, qui elle-même renvoyait des travaux. Alors je leur ai dit gentiment, regardez les références et de l'éditeur du livre. Et donc moi j'ai l'impression que j'ai passé parfois une bonne partie de mon temps à vérifier ce genre de choses, à dire aux gens, les idées ont une histoire, elles ont une date d'apparition, une date éventuellement de disparition. Euh, on ne peut pas donner à X ce qui vient de Y. Hein, c'est comme si on dit Herskovitz, ah ouais, c'est un écrivain des années 60. Non, oui, c'était... Enfin, je veux dire... Alors, on ne peut pas avoir un esprit encyclopédique, mais ça implique d'avoir quand même une attention à la manière dont les sciences sont produites, ou la réflexion scientifique est produite, c'est-à-dire produite sur le terrain et produite livresquement. J'ai enseigné pendant plusieurs années un cours que j'aimais beaucoup, que je n'ai pas pu enseigner à Paris 5, ils n'avaient pas l'air intéressés. C'était, je résume comme ça, retrouver le terrain dans un ouvrage important de sociologie ou d'anthropologie. Alors, il y a une étudiante qui avait fait un livre d'un des sociologues français, qui est devenu un de mes collègues d'ailleurs à Paris 5, qui travaillait sur la drogue, mais il avait commencé sur des problèmes de psychologie et tout. Moi, je n'avais pas vraiment lu son livre. Hein, elle l'a décortiqué. Elle a montré qu'il n'avait interviewé que 10 personnes, qu'il faisait semblant... Enfin, je veux dire, tout ça. Alors, moi, je leur avais appris tout ça. Hein. J'avais fait ça sur des textes. Par exemple, vous lisez Ballandier, vous ne trouvez pas quasiment pas comment ça a été fait. Lévi-Strauss, encore moins. Et mon texte, comment dire... premier que j'utilisais, c'était un article de Godelier sur la monnaie de sel, et les haches et la monnaie de sel. Alors c'est magnifique parce que c'est un article en 3 parties ou 4 parties, mais enfin c'est plutôt les 3 parties classiques de la démonstration à la française. Hein. Moi je fais 3 parties aussi. La première et la troisième est livresque, et la partie du milieu qui est très importante, c'est le terrain. Alors les parties livresques, Maurice, il est très bon pour la référence bibliographique, ça je ne lui ferai pas le reproche. Donc tout était là, même plus qu'il ne fallait. Et puis la partie sur le terrain, pourtant il a passé 2 ans et demi là-bas, il a fait un gros bouquin, des tas de choses. Il y a 3 notes de bas de page. On dirait qu'il n'a pas d'informateur. Ça vient d'où tout ce qu'il nous raconte? Quel jour il a fait l'enquête? Dans quelles circonstances? Rien. Donc c'est parce que l'article était bien fait que je m'en servais. C'était pas pour taper spécialement sur Maurice Godelier. Et donc, c'était de leur apprendre à lire le livre de sociologie et d'ethnologie. Et j'avoue honnêtement que les étudiants ont été très satisfaits de ça, parce que
c'est pas que ça démystifiait, mais ça montrait que si on lit... Alors, il fallait lire presque 2 fois le bouquin, ils avaient le temps de le faire, etc. J'allais dire, quasiment tout le monde a eu des bonnes notes d'ailleurs, parce que c'était très ingénu. Et l'ingénuité, tout d'un coup, les gens... Mais on leur avait jamais demandé de lire un livre et de regarder ce qu'il y avait en dessous. Ce qu'il y avait derrière, ou avant, ou je sais pas quoi. Ou c'est dans la bibliographie, mais pas dans la bibliographie en fin du bouquin. Alors, qu'est-ce qui se passait? Puis, il y a un article qui est cité 3 fois, mais c'est... Bon, enfin... Et alors, moi, je me suis rendu compte que ça, c'était très peu fait par mes collègues. Et j'ai l'impression que c'est toujours peu fait. Donc, c'était une espèce de... Comment dire? D'objectivation de la pratique scientifique. Faire l'étude de... On écrit comment? On écrit quoi? D'où viennent les sources, si on ne les a pas, d'indiquer qu'on ne les a pas ou qu'on ne l'a pas trouvé. Et donc ça implique une certaine lucidité sur les limites du travail scientifique, ou même réflexif, intellectuel, etc. Donc, bon, on est peut-être loin de l'anthropologie parce que ça s'applique à toutes les disciplines, mais il me semblait que l'anthropologie avait besoin de ce genre de choses, hein. Un des exemples tout à fait considérables, ce sont les travaux, je crois qu'il y a Éric Joly, mais ils sont plusieurs. Euh, c'est peut-être Gaetano Garcia, je ne sais plus, sur les cahiers de Marcel Griaule, où on découvre que l'ordre des chapitres de Dieudot n'est pas du tout celui de la révélation ni de l'enquête, et que c'est un ouvrage totalement manipulé et fabriqué pour des finalités extra-scientifiques, extra-anthropologiques, peut-être respectables, hein, de montrer que les Dogons, c'est pas n'importe qui, et ça c'est très bien. Mais enfin, bon, 50 ans, pas 50 ans, mais 30 ans après, on lit ces carnets et on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, qu'on ne sait pas qui a essayé de tromper qui, c'est Ogotemeli ou c'est Griaule. Bon, alors que Dieudot continue à se vendre en livre de poche tous les jours partout, hein. C'est un grand livre. Et alors, c'est pas pour prendre Griaule comme témoin de la perversité, parce que en fait, tout ça a été fait avec une certaine volonté de conscience, et y compris de bonne conscience, hein. Donc, c'est encore plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas forcément de la manipulation de données, c'est de donner un sens à quelque chose qui peut-être échappé à Griaule. Ça serait intéressant de voir si Griaule avait conscience de ce qu'on lui faisait faire ou s'il voulait maquiller. Enfin, j'en sais rien. Il y a des spécialistes de ça. Moi, je ne le suis pas. Mais je prends Griaule parce qu'on a des documents là-dessus et qu'il a laissé des documents. Donc, c'est tout à son honneur qu'on puisse relire son œuvre de façon critique. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des données très éparses. Les institutions ne conservent pas les archives des chercheurs. Donc il y a des tas de choses. Si je veux dire, on ne saura jamais dans quel sens véritablement la réflexion de l'auteur allait. Et avec le temps, la sédimentation des travaux, on cite quelqu'un qui a cité un tel, etc. Donc là, encore une fois, je sors de l'anthropologie, mais l'anthropologie étant par définition une discipline internationale, interculturelle et, j'allais dire, plurithématique globale, quoi, hein. Donc, quand on fait de la sociologie du travail, ça a été une révolution en France quand les sociologues du travail ont croisé la socio du travail avec les sociaux de la famille. Hein, c'est dans les années 90. Il y a un ou deux qui ont commencé à voir que le métier de la femme et de l'homme, le travail domestique, l'organisation du travail, y compris l'emploi du temps et tout. Bon. Mais jusqu'alors, sociologie de la famille, sociologie du travail, sociologie urbaine, etc. Alors en anthropologie, il y a eu des sous-disciplines comme ça, économique, politique, symbolique, parenté et tout. Ça a un petit peu disparu, mais il n'y a peut-être plus de point de repère du tout. Ce qui fait qu'on confronte des œuvres dont on ne sait plus très bien quel est le statut. Avec un dernier point que moi je trouve tragique, et je pourrais conclure là-dessus, pas pour dire du mal de l'anthropologie française, mais il faut une culture mondiale pour être anthropologue. C'est évident qu'on ne peut pas aborder toutes les questions, parce qu'elles ont déjà été abordées
avec des optiques différentes, et que ça fait partie du discours de l'anthropologie, d'avoir des points de vue différents, non seulement sur la société où on vit, mais sur l'étude de sur la manière d'étudier la société. Et donc, on est quand même très minoritaire dans le champ bibliographique mondial, pour des raisons de langue, pour des raisons peut-être du nombre de chercheurs dans la discipline aujourd'hui, qui fait que notre ignorance de ce qui se fait ailleurs, là je vois dans ces ouvrages américains que je lisais, j'étais surpris de voir, il y avait au moins 3 chapitres sur 13 qui concernaient l'étude des migrants aux frontières. C'est pas le thème du livre, mais ils font de l'anthropologie appliquée, et les grands thèmes d'anthropologie appliquée, enfin de travail social appliqué, c'est les Mexicains, la frontière. Il y a une étude sur l'arrivée des travailleurs mexicains dans les usines de volailles au fin fond du Mississippi. Apparemment, les gens du Mississippi, ils étaient les seuls à travailler. Alors, il y avait les blancs et les noirs. Là, maintenant, il y a les blancs et les noirs, les hispaniques. Est-ce que notre anthropologie en France étudie des phénomènes? Je ne dis pas qu'il y a les mêmes phénomènes, hein, mais est-ce qu'on rentre dans le détail de l'anthropologie de la société française pour comprendre ce que c'est que l'anthropologie de la migration? Puisque, l'anthropologie de la migration est un peu la tarte à la crème aujourd'hui d'un grand nombre de programmes, bons ou moins intéressants. Et j'en veux pour preuve, et je crois que je vais m'arrêter là, c'est la faible connaissance que nous avons, sans parler du monde anglo-américain, de l'anthropologie telle qu'elle est conduite en Europe. Donc j'ai peut-être déjà indiqué qu'apparemment, la place des chercheurs français dans l'Association européenne d'anthropologie sociale, c'est la 4e ou la 3e, et c'est ni la première ni la seconde. Alors, c'est normal, mais en même temps, ça révèle la place des institutions de recherche ou de l'usage professionnel d'anthropologues. Et puis, on a beau avoir les programmes Erasmus, mais les programmes Erasmus, ils débouchent rarement, à mon avis, sur des travaux doctoraux. Ça coûte excessivement cher, c'est très compliqué à mettre sur pied, ça, j'en conviens. Mais on devrait avoir plus systématiquement, il me semble, des échanges de terrain entre anthropologues européens. Non pas qu'il faille plus étudier le Sud, mais d'une certaine façon, il y a probablement plus de ressources pour étudier plus à fond des terrains européens que des terrains du Sud, enfin certains terrains du Sud. Aujourd'hui, évidemment, on peut aller en Ouganda et lire toute la littérature des années 1940-1980, mais enfin, ça ne suffit pas à comprendre l'Ouganda d'aujourd'hui. Et donc, dans les questions de migration, de mélange de population, de communautés européennes, etc., on peut être parfois un peu surpris de la faible place que le champ anthropologique européen joue dans la formation des anthropologues, en tout cas français. Je ne peux pas juger comment ça se fait ailleurs. Je sais que dans les années, je l'ai mis d'ailleurs dans mon 128, dans les années début 2000, l'anthropologie de l'Europe est devenue un thème en soi dans l'anthropologie américaine et britannique. Comment est-ce qu'on construit l'anthropologie de l'Europe? Est-ce que c'est simplement continuer comme avant? De temps en temps, il y a un anthropologue qui va en France, américain qui va en France ou en Allemagne ou en Suède ou en Suisse? Ou est-ce que c'est étudier autre chose? Et j'avais trouvé que c'était très instructif sur la manière d'envisager à la fois l'autre, en même temps un autre qui est proche, parce que tous les Américains descendent des Européens, enfin en partie, et puis d'autre part, de faciliter des travaux de collaboration, donc de perspectives différentes croisées sur des objets identiques. Alors sur l'Europe, apparemment, les anglo-saxons et l'Amérique du Nord est capable, ou le fait déjà sur l'Europe. Le problème, c'est que c'est dans l'autre sens. Nous travaillons très peu sur l'Amérique du Nord. Alors, les populations autochtones, un tout petit peu. Mais par exemple, les Américains, disons, les Amérindiens ont une place infime dans la littérature française, alors que quand même ils occupent une place plus que symbolique dans la littérature américaine, y compris encore aujourd'hui. Et je ne parle pas donc du monde
noirs américains et antillais et tout ça. Malheureusement, là, ça a beau être la France, on n'est pas à la hauteur. Alors, il y a des paradoxes exceptionnels, et je terminerai là-dessus. Il faut terminer sur des notes positives. C'est que, par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, on a eu deux chercheurs tout à fait exceptionnels, sans parler des autres, comme Alban Bensa, Michel Nepels, ou d'autres d'ailleurs, qui ont produit des travaux importants sur quelque chose qui apparaissait comme non seulement lointain, mais enfin un peu important, même si ça fait partie de la fondation de l'anthropologie française avec Lénart et même Jean Guyard. Euh, donc la carrière d'anthropologue est sûrement semée d'embûches. Il me semble qu'il y a plusieurs manières de l'aborder aujourd'hui en France. La dispersion que moi j'ai expérimentée dans ma vie professionnelle est peut-être pas un bon modèle, mais en même temps, il me semble que le monde étant de plus en plus dispersé, une attention à toutes sortes d'événements anthropologiques ou anthropologisables est peut-être préférable à une surspécialisation, alors non plus tribale ou ethnique, mais d'événements ou de populations ou d'institutions. Euh, En tout cas, c'est une proposition à débattre que j'offre à ceux qui veulent bien l'écouter.